Tu es la raison pour laquelle cette famille a des difficultés, ont annoncé mes parents au dîner. Tous les regards se sont tournés vers moi. J'ai souri et répondu, très bien. Je vais mettre fin à ces difficultés. Le lendemain matin, j'ai changé le mot de passe du compte partagé qu'ils utilisent pour leurs vacances annuelles, j'ai arrêté de payer le loyer mensuel de 1850 € et j'ai bloqué les cartes de crédit qu'ils utilisaient chaque semaine. Cette nuit est encore claire dans mon esprit, car c'était la première fois que je voyais la vérité sans essayer de l'adoucir. Je m'appelle Léa. J'ai 28 ans, et j'avais l'habitude de croire que si je restais silencieuse assez longtemps, les choses au sein de ma famille finiraient par sembler normales. J'avais tort. Nous étions assis à la table du dîner lorsque mes parents m'ont regardé droit dans les yeux, comme s'ils avaient préparé quelque chose de lourd bien avant que le repas ne soit prêt. Pas de blague, pas de ton chaleureux, pas d'avertissement. L'air semblait épais, car personne ne voulait être le premier à respirer trop fort. Puis maman m'a regardé directement et a dit, « Tu es la raison pour laquelle cette famille a des difficultés. » Sa voix ne tremblait pas, n'était pas émotive, juste fatiguée et tranchante, comme si elle avait répété cette phrase de nombreuses fois dans sa tête avant de la dire à voix haute. Tous les regards dans cette pièce se sont tournés vers moi, mais personne n'a prononcé mon nom avec gentillesse. Personne ne m'a défendu. Personne n'a même eu l'air confus. Ils observaient simplement, attendant de voir comment j'allais réagir. Je les regardais lentement et j'ai dit, « Très bien, je vais mettre fin à ces difficultés. » Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas expliqué car, à ce moment-là, je comprenais déjà quel avait été mon rôle depuis des années. Le lendemain matin, je me suis connecté au compte de vacances partagé qu'ils utilisaient chaque année et j'ai changé les mots de passe sans le dire à personne. J'ai arrêté le virement mensuel du loyer sans envoyer de message. J'ai bloqué chaque carte de crédit à mon nom alors qu'ils les utilisaient encore comme si rien ne pouvait changer. Parfois, être silencieuse pendant des années vous fait exploser de la manière la plus silencieuse. Avant d'approfondir cette histoire, prenez une seconde et abonnez-vous à cette chaîne si les histoires de famille réelles comptent pour vous, car ce qui s'est passé ensuite a complètement changé ma vie. Et je pense que cela vous fera voir la loyauté très différemment. Bien avant de me disputer avec eux, j'ai appris à porter ce pourquoi personne ne me remerciait. J'ai grandi dans une maison où le silence était attendu de moi. Non pas parce que j'étais paisible, mais parce que j'étais censé comprendre les choses sans qu'on me les dise. Personne n'expliquait les règles familiales. Personne ne discutait des problèmes. Personne ne me demandait comment je me sentais quand quelque chose n'allait pas. On attendait de moi que je remarque, que j'absorbe simplement la pression, puis que j'avance sans ralentir personne. La première personne à avoir façonné ce schéma fut ma sœur, Claire, qui se tenait naturellement plus proche de chaque décision importante. Claire n'a jamais eu à demander l'approbation, car elle semblait apparaître avant même qu'elle ait fini de parler. Quand elle voulait quelque chose, les conversations changeaient de direction. Quand elle se sentait fatiguée, les plans changeaient. Quand elle se sentait stressée, l'atmosphère s'adoucissait autour d'elle. J'ai observé tout cela en silence, non pas parce que je l'admirais, mais parce que j'ai compris très tôt que l'attention dans notre maison ne fonctionnait pas de manière égale. Comme je ne pouvais pas rivaliser pour l'attention, j'ai appris à rivaliser par l'utilité. J'ai commencé à trouver de petites façons de gagner de l'argent sans le dire à maman ou papa, principalement parce qu'expliquer le stress me semblait inutile. Je travaillais en silence, j'économisais en silence, je m'inquiétais en silence. Si je me sentais dépassé, je le ravalais, convaincu que maintenir la fluidité des choses importait plus que d'être comprise. Avec le temps, ma famille a commencé à s'attendre à ce que j'intervienne chaque fois qu'un petit problème apparaissait. Cela n'a jamais été discuté à voix haute. Cela n'a jamais été présenté comme une responsabilité. Cela s'est simplement produit encore et encore. Quelqu'un oubliait un paiement. Je le couvrais. Quelque chose devait être réglé rapidement. Je le réglais. Personne ne m'a demandé pourquoi. Personne ne m'a demandé comment. Il supposait que je resterais là, stable, pendant que les choses autour de moi restaient instables. Finalement, un compte de dépenses partagé a été créé pour le foyer, non pas parce qu'on m'a demandé de le gérer, mais parce que personne d'autre ne voulait la responsabilité de suivre les choses. J'y avais accès, puis je suis devenu la personne qui le comprenait mieux que quiconque. Je n'ai pas été félicité pour cela. On ne m'a pas remercié pour cela. C'est lentement devenu normal que je contrôle des chiffres que personne ne se souciait d'apprendre. Ce qui faisait le plus mal n'était pas le travail lui-même, mais l'absence de reconnaissance.
Je n'étais pas traité comme quelqu'un qui aidait. J'étais traité comme quelqu'un qui existait pour combler les lacunes. Plus je devenais fiable, moins mon effort était visible dans cette maison. Je ne me suis jamais plainte quand les choses semblaient lourdes, car je pensais que porter ce poids en silence me rendait forte. Je croyais aussi que si je restais utile assez longtemps, quelqu'un finirait par le remarquer. Ils ne l'ont jamais fait. Au moment où j'ai cessé d'attendre l'équité, l'argent avait déjà remplacé toute conversation honnête. J'ai commencé à payer le loyer sans qu'on me le demande, car le silence semblait plus sûr que de voir le stress grandir à l'intérieur du petit duplex en Normandie que nous appelions notre maison. Le virement se faisait automatiquement chaque mois, non pas parce que quelqu'un m'avait fait asseoir pour discuter de la responsabilité, mais parce que je voyais la tension avant qu'elle ne devienne visible pour les étrangers. Je me suis convaincu que si je pouvais maintenir la stabilité des chiffres, alors je pourrais maintenir la paix, même si personne n'admettait qu'il y avait un problème. Maman a arrêté de vérifier les soldes au bout d'un moment, car elle s'est habituée à croire que rien ne manquerait jamais devant les amis ou la famille. Elle a appris à faire confiance à la stabilité silencieuse que je créais, mais elle n'a jamais appris d'où elle venait ni ce qu'il m'en coûtait de la maintenir. Les conversations sur l'argent ont lentement disparu de la table, car les problèmes étaient résolus avant d'avoir le temps de devenir visibles. Papa s'est installé dans le confort d'une manière différente. Il utilisait la carte de crédit liée à mon compte sans hésitation. Il payait l'essence, les courses, les petits outils, les réparations aléatoires, les dépenses du week-end. Il ne demandait jamais si c'était le bon moment. Il ne s'arrêtait jamais pour vérifier les limites. Dans son esprit, la carte fonctionnait simplement parce qu'elle avait toujours fonctionné, parce qu'il était plus facile de supposer que quelqu'un d'autre avait déjà géré les conséquences. Claire n'a jamais non plus remis en question l'arrangement. Elle traitait chaque paiement que je faisais comme une partie naturelle du rythme de la maison. Quand les factures étaient payées, elle passait à autre chose. Quand les dépenses disparaissaient, elle n'en cherchait pas la source. La gratitude n'a jamais traversé son visage, car elle n'a jamais cru qu'il y avait quelque chose à remercier. L'idée que je portais un poids n'a jamais effleuré sa pensée. Pour elle, j'étais simplement là, résolvant toujours ce que personne ne voulait toucher. Les limites autour de l'argent se sont estompées lentement, presque soigneusement, comme des lignes tracées au crayon qui auraient été effacées avec le temps. J'ai cessé de sentir que j'aidais. J'ai commencé à me sentir possédé par un système que personne ne m'avait jamais expliqué. La responsabilité s'est transformée en obligation sans conversation. Le soutien s'est transformé en attente sans un seul échange honnête. Chaque fois que j'envisageais de parler, je me disais que la stabilité importait plus que la reconnaissance. Je croyais que si je restais simplement constante, si je restais calme, si je restais utile, quelque chose finirait par changer dans la façon dont il me voyait. Je pensais que le silence était de la maturité. Je pensais que l'endurance était de la force. Je pensais que l'amour ressemblait à se sacrifier sans être vu. Ce que je ne comprenais pas alors, c'est que plus je restais silencieuse, plus mon rôle devenait permanent. Je n'étais plus une personne dans la maison. J'étais une fonction. J'étais un plan de secours. J'étais la solution invisible qui apparaissait chaque fois que quelque chose s'effondrait. Personne ne m'a volé en secret. Personne ne m'a forcé. J'ai cédé le contrôle morceau par morceau parce que je ne reconnaissais pas que j'avais le droit de tracer une ligne. Au moment où j'ai remarqué que les lignes avaient disparu, il me semblait déjà normal de vivre sans elles. C'est à ce moment-là que l'argent a cessé d'être un outil pour devenir la chose qui a remplacé chaque conversation honnête que nous aurions dû avoir. Ce dîner a commencé comme n'importe quel autre jusqu'à ce que quelqu'un décide de changer la direction de la table. La nourriture était simple et familière, censée se passer sans drame, car notre famille avait maîtrisé l'habitude de s'asseoir ensemble tout en gardant les vraies pensées enfouies sous un silence poli. Et j'ai pris ma place tranquillement en regardant les assiettes se déplacer sur la table, en écoutant une conversation légère flotter dans la pièce, en sentant la tension s'installer sous tout, comme une pression que personne ne voulait reconnaître. Au début, l'atmosphère est restée contrôlée, stable, presque convaincante, jusqu'à ce que la conversation commence à dériver vers l'argent de la manière silencieuse dont elle le faisait toujours. Pas fort, pas soudain, mais lent et délibéré, comme une direction déjà choisie. Claire a parlé la première. Elle s'est légèrement penchée en arrière et a parlé sans élever la voix, laissant ses yeux se poser sur moi juste une brève seconde avant de se détourner, puis a dit, peut-être que si elle ne rendait pas tout si compliqué, nous aurions plus. Ces mots étaient désinvoltes plutôt que tranchants, ce qui les rendait plus lourds, car personne ne l'a questionnée, personne n'a demandé ce qu'elle voulait dire,
et personne n'a interrompu l'espace qui s'est formé après qu'elle a parlé. Papa a suivi. Il a tourné la tête vers moi avec un regard qui semblait calme mais calculé, comme s'il avait attendu le bon moment, et a dit clairement, « Tu agis toujours comme si tu nous sauvais. » Il n'y avait pas d'humour dans sa voix et aucune tentative d'adoucir l'impact, seulement l'attente que je me défende ou que je reste silencieuse, ce qui a laissé l'air à table plus lourd sans que personne ne bouge sur sa chaise. Maman a conclu. Elle a posé son verre lentement et a levé les yeux vers moi avec une expression fatiguée qui semblait délibérée plutôt qu'émotive avant de prononcer les mots qui semblaient avoir existé dans la pièce bien avant de devenir son « Tu es la raison pour laquelle cette famille a des difficultés ». Sa voix semblait définitive plutôt que colérique, maîtrisée plutôt qu'émotive, comme une porte qui se ferme et qu'elle n'avait aucune intention de rouvrir. Après ce moment, la pièce n'a pas semblé gênante ou incertaine. Elle semblait résolue. Personne n'a posé de questions. Personne n'a vérifié mon expression. Personne ne s'est tourné vers moi. Le silence n'était pas inconfortable, car il semblait convenu, comme une conclusion partagée qui n'avait pas eu besoin de mon approbation. Je suis restée silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'ai compris quelque chose clairement dans cet espace entre les mots. J'ai vu le schéma qui avait façonné ma vie, le rôle que j'avais joué pendant des années sans qu'on me le demande, le confort auquel il s'était habitué sans jamais se demander qui portait le poids. Et pour la première fois, j'ai réalisé que j'avais protégé des gens qui avaient déjà décidé que j'étais le problème. Je ne me sentais pas en colère, et je ne me sentais pas brisé. Je me sentais fini d'une manière qui n'avait pas besoin de bruit, d'explication ou de permission. Le lendemain matin m'a semblé assez lent pour que je puisse réfléchir sans interruption. Je me suis assise seule à la petite table de la cuisine avec mon téléphone dans les mains, sans trembler, sans me presser, juste assez calme pour faire enfin quelque chose que j'avais envisagé pendant des années mais que je ne m'étais jamais autorisé à terminer. Il n'y avait pas de cri derrière moi, pas de bruit de pas, pas de questions, seulement un calme qui semblait mériter plutôt qu'emprunter. J'ai ouvert le système bancaire en utilisant des identifiants que j'avais mémorisés il y a longtemps, non pas parce que quelqu'un me les avait appris, mais parce que j'avais toujours été celle qu'on attendait pour résoudre les problèmes silencieux avant qu'ils ne deviennent des problèmes publics. L'écran s'est chargé lentement, me donnant le temps de respirer pendant que je regardais la disposition familière, les soldes partagés, les cartes liées, la même structure que j'avais construite pour que tout le monde soit à l'aise sans jamais être remercié. La première chose que j'ai changée, ce sont tous les détails de sécurité liés au compte partagé. J'ai mis à jour les mots de passe, les courriels de récupération, les numéros de vérification, les questions de sécurité, tout ce qui était autrefois ouvert à des mains qui ne l'avaient jamais construit. Je n'ai pas hésité, car l'hésitation m'avait déjà coûté des années. Ensuite, j'ai ajusté les permissions d'accès pour que seul moi puisse déplacer de l'argent, voir l'activité, approuver les virements, autoriser les cartes ou modifier les paramètres. Pour la première fois, le système reflétait la réalité au lieu de prétendre que tout le monde était égal alors que la responsabilité avait toujours été la mienne. Après cela, j'ai désactivé tous les virements automatiques que j'avais créés. Ces programmations m'avaient autrefois fait me sentir utile, comme si des paiements routiniers pouvaient remplacer le respect, comme si un soutien silencieux pouvait changer la façon dont on me voyait au dîner et aux réunions de famille. Regarder chaque transaction récurrente disparaître me semblait étrange. Non pas comme si je cassais quelque chose, mais comme si je fermais des portes que j'aurais dû verrouiller il y a longtemps. En consultant le journal d'activité en direct, j'ai vu des transactions qui se produisaient encore, des frais défilant sur l'écran en temps réel, des passages de cartes, des commandes en ligne, des schémas familiers qui continuaient sans conscience, sans permission, sans gratitude. C'est à ce moment-là que j'ai bloqué toutes les cartes de crédit liées à mon nom. La confirmation est apparue après quelques secondes. Simple, nette, définitive. Les cartes étaient inactives. Aucune alerte n'a été envoyée. Aucun avertissement n'a été donné. Aucune explication n'a été écrite. Je suis restée silencieuse parce que je savais qu'un seul message aurait suffi à me ramener dans de vieilles habitudes, dans la culpabilité, dans le rôle qu'il m'avait appris à ne jamais remettre en question. Je n'ai pas appelé maman. Je n'ai pas contacté papa. Je n'ai pas envoyé un seul message à Claire. Le silence n'était pas une faiblesse ce matin-là. Le silence ressemblait à une prise de contrôle. J'ai fermé l'application lentement et j'ai posé mon téléphone sur la table, sentant quelque chose de nouveau dans ma poitrine qui n'était ni de la colère, ni de la peur, ni de la tristesse. C'était juste de l'espace. Le genre d'espace que l'on ne ressent que lorsque quelque chose qui vous contrôlait ne le fait plus. Pour la première fois, j'ai compris que me protéger ne me rendait pas égoïste.
Cela me rendait honnête. Cet après-midi-là m'a semblé inhabituellement calme. Quelques jours plus tard, l'histoire a cessé de rester entre nos murs. Je l'ai remarqué d'abord à travers les changements discrets sur mon téléphone, les pauses étranges entre les messages normaux, la façon dont les notifications ont commencé à sembler plus lourdes avant même que je ne les ouvre. Je ne cherchais pas les ennuis, mais les ennuis ont trouvé leur chemin jusqu'à moi à travers des noms familiers, des publications partagées et des mots soigneusement choisis qui pointaient dans ma direction sans jamais prononcer mon nom directement. Claire a fait le premier pas. Elle a publié quelque chose de public qui semblait anodin à première vue, mais qui coupait vivement sous la surface, dénonçant l'égoïsme et l'absence émotionnelle d'une manière que quiconque connaissant notre famille pouvait facilement comprendre. Elle a suggéré que certaines personnes abandonnaient leurs responsabilités lorsque cela cessait de leur profiter, présentant la situation comme un échec moral plutôt que comme une limite personnelle. J'ai vu la publication tard le soir après le travail, des heures après que le monde m'ait semblé assez calme pour que le poids de celle-ci s'installe lentement dans ma poitrine. C'est à ce moment-là que j'ai eu des nouvelles de quelqu'un qui n'avait pas fait partie de l'histoire auparavant. Mon amie d'enfance, Jeanne, m'a contacté sans hésitation. Elle n'a pas adouci ses mots ni essayé de protéger mes sentiments, car ce n'était jamais sa façon de me parler. Elle m'a dit exactement ce que les gens disaient dans mon dos, a expliqué comment les problèmes d'argent devenaient le centre de conversation chuchotée et a décrit comment la tension au sein de ma famille était maintenant visible pour des gens qui se tenaient autrefois loin de nos affaires privées. Jeanne ne m'a pas offert de réconfort. Elle ne m'a pas dit que tout irait bien. Au lieu de cela, elle m'a donné des informations claires, des détails précis, des conséquences réelles. Elle a expliqué que des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années s'envoyaient des messages, créant des théories reliant les mots de Claire à de vieilles histoires de famille, transformant lentement un conflit privé en opinion publique. Sa voix est restée calme, presque professionnelle, comme si elle décrivait un bulletin météorologique plutôt que la réputation changeante de quelqu'un à côté de qui elle avait grandi. Peu de temps après, des parents éloignés ont commencé à me contacter directement. Certains étaient polis, d'autres semblaient inquiets, d'autres encore déguisaient leur curiosité en sollicitude. Ils demandaient si les rumeurs étaient vraies, si la situation était aussi grave que les gens le prétendaient, si j'avais vraiment tourné le dos à tout le monde sans explication. Chaque message ressemblait à un petit test que je refusais de passer. Je les ai lus sans répondre. Je les ai laissés sans réponse, non par peur, mais par conscience que les explications pourraient facilement devenir des invitations à la dispute. J'ai choisi le silence parce que je comprenais ce qui se passerait si je commençais à me défendre. Mes mots seraient déformés dans des captures d'écran. Mon ton serait jugé. Toute réaction émotionnelle serait utilisée comme preuve que l'histoire de Claire portait plus de vérité que la mienne. Au lieu de courir après ma propre image, je suis resté concentré sur le contrôle, la distance, la stabilité dans un monde qui préférait clairement le drame à la réalité. Ce qui m'a surprise, ce n'est pas la cruauté de la publication, mais la vitesse à laquelle elle s'est propagée. Ce qui m'est resté, c'est la prise de conscience que les gens s'intéressaient plus à l'histoire qu'à la vérité. Je ne les ai pas corrigés. Je n'ai pas publié d'explication. Je ne me suis pas battu pour obtenir de la sympathie. J'ai pris du recul par rapport aux conversations, j'ai résisté à l'envie de me défendre et j'ai laissé le bruit continuer sans ma participation, sachant que le silence n'était pas une faiblesse, mais une stratégie. 2 semaines ont suffi pour changer la position de chacun dans ce duplex. L'air à l'intérieur de la maison a changé lentement, non pas à cause de cris ou de scènes dramatiques, mais parce que l'absence de contrôle rendait tout plus lourd et plus exposé que quiconque ne s'y attendait. Je pouvais sentir la tension sans être là, simplement par le silence du téléphone, le nombre réduit de messages, la façon dont le ton de tout passait de la colère à quelque chose de plus proche de la panique. Ils ont commencé par vendre de petites choses, des objets qui semblaient autrefois inoffensifs mais qui portaient désormais un désespoir silencieux. Des meubles qui remplissaient autrefois les coins des pièces ont disparu des photos que les parents partageaient, tandis que des décorations qui faisaient partie de leur vie quotidienne se sont évanouies discrètement de l'arrière-plan de leur vie. Ce n'était pas une perte dramatique, et ce n'était pas fait avec dignité, mais c'était assez réel pour briser l'illusion qu'ils avaient passé des années à protéger. Claire a été forcée de prendre un emploi à temps plein qui exigeait plus de discipline qu'elle n'en avait jamais toléré auparavant, et la transition se voyait sur son visage à travers des yeux fatigués et une posture qui ne portait plus une confiance étudiée. Pour la première fois, son temps était structuré par la responsabilité plutôt que par le confort. Et la pression la suivait même quand elle essayait de prétendre que rien n'avait changé. Elle a cessé de parler sur des tons vagues et confiants et a commencé à mesurer ses mots avec soin,
comme si parler trop nonchalamment pouvait révéler à quel point sa situation était devenue fragile. Maman est retournée à un travail qu'elle avait abandonné des années plus tôt, revenant dans un monde qu'elle prétendait autrefois avoir dépassé. Seulement maintenant, cela ne semblait plus être un choix, mais une question de survie. Sa fierté s'est dissoute lentement, non pas à travers des effondrements émotionnels, mais par une acceptation silencieuse alors qu'elle s'adaptait aux horaires, aux superviseurs et aux responsabilités qui ne permettaient plus d'excuses. Je l'imaginais debout dans cet uniforme familier à nouveau, forcée de confronter une version d'elle-même à laquelle elle avait juré de ne jamais revenir, et je savais que cela pesait plus lourd qu'elle ne l'admettrait jamais. Papa a perdu le contrôle de l'image qu'il avait passé des années à protéger soigneusement dans leur petite communauté de Normandie. Et cette perte l'a blessé plus que la pression financière elle-même. Les voisins qui lui parlaient autrefois avec admiration ont commencé à le regarder différemment, non pas à cause des commérages, mais parce que la faiblesse peut se voir même quand personne n'en parle directement. Les invitations ont cessé d'arriver aussi fréquemment. Les conversations sont devenues plus courtes, et la version de lui-même qui vivait dans l'esprit des autres a lentement commencé à disparaître sans qu'ils puissent l'arrêter. La pression financière n'était plus quelque chose dont ils discutaient à huis clos ou chuchotaient lors de conversations nocturnes, car elle était devenue leur réalité quotidienne au sens le plus pratique du terme. Les factures arrivaient sans la confiance habituelle pour les payer. Des choix simples exigeaient soudain une hésitation, et les petits luxes se transformaient en décisions qui avaient des conséquences. Il n'y a pas eu un seul moment d'effondrement, pas de confrontation dramatique, pas d'excuses qui ont tout changé. Seulement l'ajustement lent et indéniable à une vie qui n'avait plus de filet de sécurité. Je n'ai pas célébré leur lutte ni ressenti de soulagement dans leur inconfort, car ce que je ressentais était plus silencieux et plus compliqué que la satisfaction, et cela s'est installé dans ma poitrine sans avoir besoin de nom. J'ai simplement observé de loin, sachant que pour la première fois, ils vivaient dans la réalité qu'ils m'avaient accusé de créer, et j'ai compris que ce n'était pas une vengeance, mais la conséquence se déroulant exactement comme elle le devait. Des mois plus tard, mon téléphone a cessé de ressembler à un chemin de retour. L'écran s'allumait encore tous les jours, mais le sentiment qui y était attaché s'était transformé en quelque chose de distant et de silencieux, comme une porte qui ne menait plus nulle part où je voulais retourner. J'ai remarqué que le son des notifications ne me plongeait plus dans l'anxiété, et l'envie familière de m'expliquer a lentement disparu sans effort. Maman a commencé à appeler tôt le matin et tard le soir, choisissant des moments où elle croyait que je pourrais être plus ouverte émotionnellement, bien que sa voix n'ait jamais semblé prête à accepter le silence comme réponse. Les messages de papa suivaient un schéma différent, apparaissant par blocs de temps réguliers qui semblaient répétés, remplis de brèves tentatives d'autorité qui avaient perdu leur poids. Je n'ai pas répondu, non par colère, mais parce que l'espace entre nous était déjà devenu assez fort pour tenir sans mots. Claire a essayé de me joindre par des méthodes plus douces, écrivant des messages qui semblaient soigneusement façonnés, comme si chaque phrase avait été mesurée avant d'être envoyée. Elle a utilisé des souvenirs, des expériences partagées, un langage familier qui fonctionnait autrefois facilement sur moi, mais les faits n'existaient plus. Je les ai lus sans réagir, comprenant à quel point l'effort était désespéré, tout en réalisant que rouvrir cette porte annulerait la stabilité que j'avais si silencieusement lutté pour construire. J'ai commencé à refuser chaque tentative de reconnexion sans expliquer mes raisons ni offrir de conclusion émotionnelle. Chaque appel ignoré ressemblait moins à de la cruauté qu'à du respect de soi, car j'ai enfin compris que la clarté n'exigeait pas de justification. Mon silence n'était plus une faiblesse qui pouvait être bousculée, et la distance que j'ai créée est devenue quelque chose de solide qui ne pouvait pas être négocié. Ma vie personnelle s'est stabilisée de manière simple et honnête, sans nécessité de défense constante ou d'anticipation. Je dormais plus profondément. Je travaillais avec une concentration plus claire. Je riais sans porter la peur de ce qui pourrait arriver ensuite. Et la tension émotionnelle qui me suivait autrefois a commencé à s'estomper de mon corps. Pour la première fois, je ne me sentais pas comme si je fuyais quelque chose, mais comme si j'avançais vers une version de moi-même qui existait sans pression. J'ai construit des limites claires sans essayer de les expliquer, sans les adoucir, sans laisser de place à la réinterprétation. Elles sont devenues des règles silencieuses qui vivaient dans ma vie quotidienne plutôt que de fortes déclarations, façonnant la façon dont je répondais aux messages, la façon dont je gérais le silence et la façon dont je protégeais la clarté émotionnelle que j'avais travaillé si dur à retrouver. J'ai compris que la conclusion ne vient pas toujours de la conversation, et que parfois, elle vient d'une distance qui ne fait plus mal. Au moment où les mois étaient complètement passés, mon téléphone n'était plus un pont vers le passé, mais un simple objet qui ne me connectait qu'à la vie que je vivais enfin pour moi-même. Les limites personnelles ne sont pas une trahison,
mais une forme silencieuse de respect de soi qui protège la santé émotionnelle au fil du temps. La famille ne gagne pas automatiquement le droit de contrôler vos choix ou d'exiger des sacrifices illimités. Rester silencieux trop longtemps apprend souvent aux gens qu'ils peuvent franchir les limites sans conséquence, même lorsque cela est inconfortable à l'intérieur. Apprendre à dire non sans justification n'est pas de la cruauté, mais de la clarté. Protéger sa paix n'est pas égoïste. C'est nécessaire.